Les médecins savaient très bien comment ce cancer hormonal, stade 3, triple positif, c'est très technique, mais justement, c'est tellement technique qu'ils savent exactement la marche à suivre selon les différents profils. Donc, il fallait faire réduire la masse. D'abord. Donc, la chimiothérapie a été la première étape. Puis pour d'autres, ça va être l'inverse. Parfois, on commence avec l'opération, parfois, on commence par la radio. Donc, 6 chimiothérapies, on dit, tu vas voir, c'est un traitement épouvantable. Tu vas avoir l'impression de te faire frapper en auto à chaque fois, mais ça fonctionne. Votre nièce a décidé de vous accompagner dans votre proche aidance, donc vous êtes vraiment devenus les proches aidantes de votre mère. Je pense que oui. Et là, vous avez arrêté de travailler aussi? Oui, depuis le 18 juin, oui. Quand même, là, ça aussi, là, je veux dire, là, votre vie, vous en êtes où? Parce Elle que là... est sur pause. Je dirais qu'elle est sur pause depuis un bon bout de temps. Demain, je le sais pas. J'appréhende les choses. Être proche aidant dans la maladie, peu importe sa maladie, c'est crucial. Ces gens-là, c'est ton pilier. Dans le pendant, dans le avant aussi. Puis ils ont besoin d'être accompagnés. Eux ont besoin d'être accompagnés. Absolument. Ils ont besoin de ressources, ils ont besoin de répit. Ils ont besoin aussi d'être capables de dire comment ils se sentent parce que tu te sens souvent coupable comme proche aidant. Bonjour, ici Marine Orsini et bienvenue à la saison 5 des Histoires qui résonnent, le balado des proches aidants, qui est un balado produit par l'Appui pour les proches aidants, qui est un organisme qui a pour mission de soutenir et d'accompagner les personnes proches aidantes partout au Québec. Cette semaine, nous abordons un sujet qui me touche particulièrement, le cancer et son impact sur les proches aidants. J'ai moi-même accompagné ma maman pendant presque 5 ans, alors je sais ce que c'est que d'organiser toute sa vie autour de nos rendez-vous, les rendez-vous médicaux, des traitements de chimio, de voir aussi quelqu'un qu'on aime s'affaiblir sous nos yeux. Et je sais aussi qu'au milieu de cette épreuve-là, cette terrible épreuve-là, il peut y avoir aussi des moments uniques de complicité. Alors, comment trouve-t-on la force de continuer? Comment le couple traverse-t-il cette épreuve-là? Où puiser l'énergie nécessaire tout en préservant sa propre santé? C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui avec Charles-Antoine Sinotte, qui nous parlera du parcours de sa conjointe Sophie avec un cancer du sein. Chantal Tousignan, qui accompagne sa maman dans ses derniers moments de vie, et aussi Karine Iseut-Hiperciel de la Fondation Cancer du sein du Québec. Alors, des témoignages, vous le savez, qui, on est certain, vont résonner pour tous ceux qui vivent ou qui ont vécu cette réalité-là. Alors, je vous souhaite bienvenue. Bienvenue à vous tous. Charles-Antoine Sinotte est ex-footballeur, donc sportif. On le retrouve depuis 15 ans à Salut Bonjour, TVA Sport. On a la chance de l'avoir avec nous aujourd'hui. Bonjour. Allô, Marina. Merci d'être là. Plaisir, merci de l'invitation. Juste avant de commencer, je te disais, est-ce que tu as eu la chance d'en parler souvent de cette période, de cette épreuve-là dans ta vie? Puis il me disait non, pas en discussion. Fait que je me sens un peu privilégiée. Ouais, moi aussi, je me sens privilégié parce que ça fait du bien d'en parler, mais ça fait du bien aussi de... ça fait du bien. C'est particulier de revivre ces trucs-là. Et donc, en parlant en profondeur, j'ai l'impression qu'on va se replonger un peu dans cette aventure particulière. Particulière, des grosses épreuves. On parle de ton amoureuse Sophie. Toi, tu as 38 ans. Ton amoureuse aussi a 38 ans. Entrepreneur, vous êtes beau, jeune, en santé. Vous avez des projets de vie devant vous. Et en 2023, il y a vraiment une poutre d'à peu près 8000 livres qui vous tombe dessus. Parle-nous de ça. Sophie a un diagnostic de cancer du sein. Oui, cancer du sein stade 3. C'était une masse dans son sein qu'elle a découvert au printemps. Donc, on va dire 8 mois avant le diagnostic officiel, sentait la pression. On faisait du ski de fond. On fait beaucoup de sport. Elle, c'est une ancienne athlète au niveau national en ski de fond. Moi, c'est dans le monde du football. Donc, on a toujours eu ce niveau de compétition qui vient aussi parfois avec de l'invincibilité. On va s'en reparler. Mais donc, elle a consulté médecin de famille qui a fait passer radio, mammo pour lui dire non, c'est bénin, tu sais, t'as une densité dans ton sein qui fait en sorte que t'inquiète-toi pas. Ça a continué. Elle a demandé un second avis. Ils ont revérifié les radiographies, les mammos. Vous dire non, inquiète-toi pas. On est d'accord avec le diagnostic initial. Puis c'est elle qui a insisté parce que là, ça devenait douloureux, ça devenait énorme. Il faut insister, c'est un bon point. Des fois, il faut insister. Hein? Et tu sais,
il y a personne qui connaît ton corps mieux que toi. Puis là, elle sentait clairement que, tu sais, il y avait, oui, la masse de 11 cm. 11 cm, c'est à peu près 4 pouces et demi. Là. Dans c'est un à peu près ça de long. Là. Ouais, donc elle sentait clairement qu'il y avait une pression, qu'il y avait une douleur, mais elle sentait également que son corps était déséquilibré. Elle sentait pas bien depuis un bon moment et elle tentait de trouver la cause. Donc, ils ont dit, c'est l'auto-examen, là. Ouais, exactement. Ben, une douleur, tu sais, 11 cm, ça met une pression sur la peau, sur la poitrine, sur les muscles. Donc, ils ont dit, bon, si tu veux vraiment vérifier, on va t'envoyer faire un IRM au CHUM. Et dès l'instant qu'elle a pris le CHUM, là, on s'entend, là, il y a des mois qui ont passé parce que faire une demande de révision, revoir le médecin de famille, on sait comment ça peut prendre du temps. Et je me souviens, on m'en souvenait toute ma vie. Il y a plusieurs éléments, plusieurs moments là-dedans que je vais me souvenir toute ma vie, mais elle m'a appelé du CHUM en me disant, viens-t'en, en pleurant. Puis là, il y avait levé le flag. Quand le flag lève, c'est une cascade, biopsie. Tout s'enchaîne. Tout s'enchaîne à l'intérieur de quelques heures, alors que ça fait plusieurs mois que, tu sais. Puis, là, clairement, on sentait qu'il y avait quelque chose d'anormal, jusqu'à ce que le 21 décembre, sa médecin de famille, lui, fasse son suivi. Mais comment ça fonctionne? C'est pas le médecin de famille qui va t'annoncer que tu as un cancer du sein, mais elle a quand même prononcé ce terme. On suspecte un cancer. Donc, le 28 décembre, tu as un rendez-vous au CHUM en oncologie. Puis à partir du moment qu'on dit ça, tu es capable d'additionner l'information. Sophie, c'est un cancer du sein hormonal, exact. Stade 3, c'est ça? Exactement. Et tout ça, vient dans les semaines et les mois suivants parce qu'il y a un paquet de tests subséquents pour confirmer la nature. Puis le cancer hormonal devenait à ce moment-là une bonne chose dans les circonstances parce que le cancer génétique vient avec une implication génétique, une vérification des antécédents familiaux, une divulgation pour les générations futures. Donc là, on a compris, on a appris mille et une choses là-dedans, mais oui, en effet, le cancer hormonal expliquait un dérèglement hormonal qui a amené une cascade, qui a amené justement la tumeur. Mais tu sais, Charles-Antoine, ne veut pas. Moi, à chaque fois qu'on parle de ça, il y a toujours une image qui revient, puis les gens vont le reconnaître. Tu sais, la fameuse pub à la télé là, où les gens basculent par en arrière là, dans leur siège. Là. Écoute, tu as 38 ans. Ouais. Comment avez-vous réagi tous les deux? Là? Je veux dire, ça se pouvait comme pas deux athlètes en plus, là, carrément. Ça se peut pas, là. Sinon, jusqu'à ce que ça devienne concret, c'est de là l'invincibilité, d'être en santé. On faisait attention à nous, on faisait attention à notre alimentation. On avait quand même une vie assez équilibrée. Les deux, par contre, on était dans la performance au travail. Tu as parlé de son rôle comme entrepreneur. Entrepreneur depuis une douzaine d'années à ce moment-là. Et maintenant, et tant mieux, c'est de plus en plus courant qu'il y ait de l'entrepreneuriat au féminin. Mais elle, quand elle a débuté, c'était plusieurs barrières, c'était difficile, donc elle s'est battue toute sa vie pour ça, donc avec un rythme de vie effréné. Donc on était à 100 000 à l'heure, tu prends pas le temps de te poser jusqu'à ce que la vie mette les freins devant toi. Mais pour répondre à ta question, c'est drôle parce que ma réaction initiale, en fait, on était à la maison, autour de l'îlot, puis juste derrière nous, il y avait l'arbre de Noël, c'est le 21 décembre. Et moi, je lui avais acheté une bague de fiançailles comme cadeau de Noël, tu sais. Avant même de connaître tous ces détails-là. C'était déjà dans tes plans. Ça n'avait rien à voir avec la maladie. Ça se passe cette année, là. Le 24, le 25, peu importe. Puis là, instinctivement, je suis allé le chercher. Puis, tu sais, j'ai fait ma demande alors qu'on était les deux en sanglots. Je sais pas si c'est l'instinct qui, tu sais, pour lui un peu dire, si c'est pour le meilleur et pour le pire, let's go, on part, puis ça va être le pire, mais il y aura le meilleur après, tu sais. Fait que c'est drôle parce que je voulais lui donner un symbole que j'allais être là pendant sa bataille. La bague, pour moi, devenait un truc qu'elle pouvait regarder dans ses moments les plus difficiles. Mais elle me dit aujourd'hui qu'elle s'en souvient plus de ce moment-là. Tu sais, elle en a comme pas profité. Il y a eu comme un blackout. C'était comme des émotions trop mélangées, extrêmes. Des deux extrêmes. Donc, ça a été ça. Mais là, il fallait encore attendre le 28. Puis dans tout ça, d'ailleurs, je devance peut-être une de tes questions, mais on en a vécu des choses difficiles, mais à ce jour, ce qui a été le plus difficile, c'est l'attente. Ah, c'est terrible. L'attente de savoir est-ce que c'est vraiment ça, quelle est l'ampleur, la sévérité, quels sont les traitements, qu'est-ce que ça implique. Puis en se disant, peut-être que le 28, ils vont dire finalement, c'est bénin ou finalement. Petite opération, un traitement, puis vous en êtes mieux. Mais l'attente, l'anxiété qui venait avec, ça a été. Torture. Une torture, c'est le bon terme, mais un bon apprentissage. Justement, dans le laisser aller. Puis parle-en, c'est quoi l'apprentissage de ça, justement? Je fais un pont avec ce qu'on mentionnait sur notre intensité professionnelle, les deux très, très carriéristes, les deux habitués d'avoir
humblement du succès en mettant beaucoup d'efforts. Les deux, on a travaillé comme on a bûché dans notre sport pour en arriver dans les plus hautes sphères. Ouais. Après ça, même chose dans le milieu du travail, ensemble, individuellement. Donc, pour nous, le contrôle était lié à l'effort. Le résultat était lié à ce qu'on contrôle, c'est-à-dire mettre de l'effort, mettre des heures, mettre de l'intensité, mettre de la passion. Puis là, du jour au lendemain, on perdait le contrôle pour la première fois de nos vies respectives. Parce que là, t'as aucun contrôle Aucun là-dessus. contrôle. C'est pas toi qui vas agir. Là, Ouais. faut que t'attendes, faut que t'écoutes, faut que tu suives des étapes, faut que tu... Puis tu peux pas en faire plus, tu peux pas aller plus vite, tu peux pas te compenser. Et puis, tu sais, c'est peut-être facile de dire ça aujourd'hui parce que ma copine va bien, mais ça a été je suis content pour le reste de ma vie d'avoir fait cet apprentissage, qu'on contrôle pas tout et que plus n'égale pas mieux, puis que plus d'efforts donne pas toujours... Tu sais, oui, il y a une éthique de travail, il y a Bien sûr, bien sûr. mais ouais, ça m'a fait du bien et je pense qu'à elle aussi, de juste s'enlever une pression qu'on se mettait individuellement et collectivement, d'en faire plus pour plus performer. Incroyable, hein? Ça a été quoi, Charles-Antoine, là, ces étapes-là? Bon, l'attente. Mais à partir du moment où on l'a su, là, bon, la bûche nous tombe en plein milieu du front à tous les deux. À partir de là, c'est enchaîné, évidemment. Donc, elle a eu des traitements de chimio. Elle a fait de l'hormonothérapie aussi. Parle-nous un peu, là, ça a été quoi, donc, les semaines et mois? Parce que là, on parle de 2023, Noël. On est rendu quasiment Noël 2025. Ça vient de se terminer, entre guillemets. Il n'y a pas de fin exacte. Ouais. Ça aussi, c'est un de mes constats. Tu sais, j'avais toujours hâte à un moment précis. Hâte d'avoir fini ça, hâte d'avoir accompli ceci. Puis là-dedans aussi, t'approches les traitements de la même façon. OK, il faut se rendre là, mais ça non plus, tu le contrôles pas. Donc, avoir toujours hâte à une date de fin, que ce soit positif ou négatif, ça aussi, c'est peut-être quelque chose qui est un peu pernicieux. Donc, tout ça pour dire que ça a été plus long qu'on pensait, mais ça aura au final duré 2 ans. Du moment où est-ce que les tests ont commencé, les soupçons, jusqu'à la fin de l'immunothérapie qui a eu lieu à la fin de l'été 2023, il se sera passé presque 2 ans. Mais ça a commencé avec... tout d'abord, je veux le préciser parce que ça nous a vraiment encouragés là-dedans. L'oncologue nous a dit, on va vous guérir. La première chose qu'elle lui a dit, c'est qu'inquiétez-vous pas, Mme Boyer, on va vous guérir. Les médecins ne peuvent pas dire ça par gentillesse. Non. Tu ne dis pas ça par sympathie. Si c'est le cas, tu peux le dire, mais c'est ça. Ils sont basés avec raison sur Ils les veulent pas faits. te faire ce plaisir, là. Non, exactement. Ils sont tellement réalistes parce qu'il faut l'être, en fait. Et c'est triste parce que dans la société, il y en a énormément du cancer du sein, beaucoup trop. Mais en même temps, le cancer est tellement maîtrisé parce qu'on a tellement de littérature. Donc, les médecins savaient très bien comment ce cancer hormonal, stade 3, triple positif, c'est très technique. Mais justement, c'est tellement technique qu'ils savent exactement la marche à suivre selon les différents profils. Donc, il fallait faire réduire la masse. D'abord. Donc, la chimiothérapie a été la première étape. Pour d'autres, ça va être l'inverse. Parfois, on commence avec l'opération, parfois, on commence par la radio. Donc, 6 chimiothérapies, on dit, tu vas voir, c'est un traitement épouvantable. Tu vas avoir l'impression de te faire frapper en auto à chaque fois, mais ça fonctionne. Ça adoucit un peu, par contre, le processus en sachant qu'au moins, on le fait pour quelque chose. Puis une chance que c'était quelqu'un qui était en forme. En plus. Quelqu'un qui était comme prédisposé à le vivre de façon positive. Oui, ça faisait partie de la prise de décision parce qu'elle pouvait avoir une chimiothérapie un peu plus douce, mais à chaque semaine, ou une très, très forte à chaque 3 semaines parce que le corps a littéralement besoin de 3 semaines pour s'en remettre. Elle a opté pour ça. Donc, à chaque 3 semaines, on se rendait. L'autre prise de décision à ce moment-là, c'était par rapport à la perte de cheveux, qui est quand même un sujet essentiel, surtout pour les femmes, pour l'identité, pour la valorisation, en disant, quand je vais me lever de mon lit, ça va être très pénible, quand je vais me regarder dans le miroir, est-ce que ça va m'écraser ou est-ce que ça va me donner un peu d'espoir? Donc, il a fallu prendre la décision, ensemble, mais surtout elle. Et elle a opté pour cette technologie qui est moins maîtrisée au Québec, mais qui sont les casques glacés. Exact, hein, sur la tête. Sur la tête. Très populaire en Europe, mais pas dans le système de santé traditionnel au Québec. Donc, il faut que tu payes. Tu loues ces casques-là. Ma copine a opté, elle a choisi de le faire et encore aujourd'hui, elle est très, très reconnaissante de l'avoir fait. Donc, ça consiste en quoi? C'est que pendant que tu reçois ton traitement, t'as ça ou après, ou tu dors avec ça? Avant, pendant et après. En fait, la journée au complet. Puis ça aussi, il y a des particularités selon le traitement, mais en gros, tu te fais envoyer 3 casques en genre de gel malléable qui vont être congelés avec de la glace sèche pour atteindre une température de moins 30 degrés Celsius. Donc,
pour que les casques demeurent glacés pendant la journée, la veille, j'allais chercher de la glace sèche. J'allais acheter des gros blocs de glace sèche. Et pour dire à quel point, malheureusement, il y a de plus en plus de cancers, les compagnies de glace sèche ont un package chimiothérapie avec le bon format qui cadre dans la glacière pour refroidir. Donc, tu sais, Imagine, hein? pour décider d'en faire une partie de ta business, c'est qu'il y a de la demande. Donc, la veille, j'allais chercher des blocs de glace sèche et je positionnais les casques entre des sandwichs de glace sèche parce que dans la journée, tu vas avoir une rotation aux 20 ou 25 minutes parce que le casque doit toujours être à cette température-là, moins 30 degrés Celsius. Et ce que ça fait, c'est que ça vient, et là, je vais résumer la technologie, là, mais ça vient fermer les terminaisons nerveuses. La chimiothérapie s'attaque à tout ce qui pousse, notamment la tumeur, mais également les cheveux, les ongles, tout ce qui a une croissance. Donc, le casque de glace, le même principe qu'un bain de glace, la vascularisation va fermer les terminaisons nerveuses et va faire en sorte qu'il y a moins de chimiothérapie qui va se rendre dans le cuir. C'est incroyable. La capillarité, ouais. Donc, puis il n'y a aucune garantie. Là. Peut-être que tu vas garder tes cheveux, peut-être que tu vas en perdre 40, 50, 60%, mais on a décidé de le faire. Fait que c'était 2 heures avant le traitement, toute la durée du traitement, puis 5 heures après le traitement. Donc, en gros, là, de 8 à 8, moi, aux 20 minutes, c'était comme un arrêt au puits en Formule 1. Je me mettais à genoux, je sortais le casque, je me mettais sur la tête, puis c'est physique. Là. C'est très physique parce qu'il faut que ça soit en contact avec toutes les portions capillaires. Donc, je mettais ça, j'enlevais l'autre. Là, je prenais en note à quelle heure j'ai mis le casque. Puis, elle, ça ajoutait une couche à une journée épouvantable. Là. C'est déjà une journée de torture physique, de perfusion toxique. C'est fou, hein? Mais en même temps, moi, ça me mettait dans l'action. Fait que ça m'a aidé à passer au travers de ces journées-là. Un, je me sentais utile. Puis deux, j'avais quelque chose à faire d'autre que de regarder ma blonde souffrir. À t'écouter, tu as clairement participé de façon très, très active dans cette maladie-là avec ta blonde. Mais, tu sais, ma question pour toi, parce que des fois, quand on parle aux gens qui ont passé à travers justement là, une étape comme ça dans leur vie, il y a beaucoup de couples qui éclatent. Mm-hmm. Il y a, dans ce cas-ci, là, on parle d'un homme et une femme. Il y a des gars qui sont pas capables de passer à travers ça. Comment t'as fait? T'sais, on a beau dire l'amour, clairement, ça en prend beaucoup, mais est-ce que aujourd'hui, avec le recul, ça fait pas si longtemps, mais qu'est-ce qui a fait que tu as pris les rênes? Hein? Tu as vraiment fait, on fait un team, puis on avance, puis tu avais quand même une job, là, tu travailles à TVA quotidiennement. Parle-moi un peu de toi, finalement. C'est une bonne question, puis tu vois, il y a un élément, j'ai omis, mais la première chose qu'on a fait avant que tout ça commence, ça a été d'aller à Sainte-Justine. Il y a un protocole entre le CHUM et Sainte-Justine quand tu veux avoir des enfants post-chimiothérapie. Nous, on était en processus de c'est ça, vous étiez déjà dans ce processus-là. Puis tu vas comprendre où j'en viens avec ça, mais rapidement. Là, le 28 décembre, diagnostic officiel le 2 janvier. Ça, c'est d'ailleurs parenthèse, et les gens le soulignent souvent, quand tu rentres dans le système de santé, là, wow! Ah oui, moi je le dis tout le temps. Exceptionnel. C'est compliqué le système, c'est de savoir y entrer, savoir y naviguer une fois que t'es dedans, mais quand t'es dedans, c'est hallucinant, c'est exceptionnel. 5 étoiles, des gens de qualité, des gens qui se soucient. On en a vu des gens, des médecins, des infirmières exceptionnels. Oui. Ça enlève un énorme stress. T'es déjà tellement stressé de savoir que t'es pris en charge. Le CHUM, c'est un lieu de haut savoir en oncologie. Bon. Absolument. Et rapidement, 4 jours plus tard, on est à Sainte-Justine, provoque une ovulation parce qu'ils doivent prélever les ovules avant de débuter la chimiothérapie. Sinon, tout peut détruire. Tout peut se détruire. Ouais. Ça peut être catastrophique. Et pourquoi j'en viens là par rapport à ta question, c'est qu'on a posé la question, est-ce qu'on pourrait les féconder et les garder congelés, fécondés? Et le médecin a dit, une personne sur 2 qui passe au travers, un couple sur 2 qui passe au travers un traitement de cancer n'est plus ensemble à la fin. D'où notre refus de féconder des embryons, sinon tu es pris avec le sperme de l'autre, par exemple. En tout cas, ça m'avait marqué de me faire dire, attends, là, ça m'avait fait comprendre. Tu passeras peut-être pas à travers mon âme. C'est ça, c'est une personne sur 2 ou un couple sur 2 n'est pas capable de passer à travers. Dire ça. Ouais. Puis on n'a même pas commencé, dans le fond, c'est 4 jours après le diagnostic, fait que ça m'est resté dans la tête, puis j'y ai repensé récemment. Fait que là, je comprenais que scientifiquement parlant et statistiquement parlant, on s'apprêtait à embarquer sur toute une montagne russe, puis en même temps, ça n'a jamais ébranlé notre couple. Pourquoi, je sais pas. J'avais l'impression qu'elle ferait la même chose pour moi. J'ai jamais senti que c'était un effort. Je me suis posé la question, est-ce que je suis capable de faire ça?
Puis ma réponse a été oui, je suis capable. T'sais, pour aucune raison d'autre que mon parcours m'a amené à être capable d'être résilient. Puis j'ai été entraîneur dans le monde du sport longtemps, puis j'ai souvent vécu des moments de coach. Ça veut dire quoi, vivre des moments de coach? Ben, ça veut dire que, j'allais dire ton athlète, dans ce cas-ci, ma copine est plus capable, est brûlée, c'est trop, je vais arrêter, je veux abandonner. Ben non, inquiète-toi pas, on va l'avoir, on va trouver une solution. Puis là, ça va être ton côté coach t'a beaucoup aidé, vous a beaucoup aidé. Exact. J'ai une formation d'enseignant, donc je suis tombé en mode pédagogue, en mode coach. Donc, c'est sûr que tu t'éloignes du couple pendant tout ça, parce que tu as une relation, on parle de proche aidant, c'est une relation d'aide. Moi, j'avais une relation très, très pédagogique, de coach, de l'encourager, puis on lâche pas. Puis qu'elle devait t'en vouloir des fois, mais en même temps, elle devait t'aimer tellement parce que tu étais là. Mais peut-être aussi que... Elle, c'est une athlète aussi. Elle a été coachée dans sa vie. Donc, dans un couple, t'es pas supposé d'être coaché au quotidien. C'est pas ça l'objectif. Là. Mais là, je pense qu'elle se laissait aller, même si, en effet, des fois, elle était tannée de m'entendre. Mais... je souhaite pas ça à mon meilleur ennemi, là, ce que ma copine vivait. Il y a des moments là, que c'est atroce que tu vis. Puis elle m'a dit après coup, je sais pas comment j'aurais réagi si elle m'avait dit ça pendant. Elle m'avait dit, j'ai l'impression, quand je me couchais le soir, que je me réveillerais pas le lendemain. Ça faisait tellement mal. Je dis, ça peut pas être... Ça doit être ça la fin. Elle dit, pas qu'elle avait le goût de mourir, mais elle dit, c'était une douleur qui est incompréhensible. Puis d'ailleurs, ça, je comprendrai jamais cette douleur-là. Oh. C'est une douleur qu'on a... Tant que tu l'as pas vécu, je pense que tu peux pas saisir. Donc, mais regarde, j'en profite, je prends la balle au bon, mais on parle de douleur, tu sais, toi aussi, t'en as vécu des douleurs. Ouais. Parce que, tu sais, t'es un gars, t'es un coach, t'es un athlète, t'es positif, t'aimes ta blonde, mais en même temps, l'homme, là, le petit gars, là, l'homme, y a-tu des moments où t'as frappé un mur? Y a-tu des moments où ta blonde, elle sait peut-être même pas, mais où t'as craqué? Puis t'es tombé, toi aussi, mais elle s'en est jamais rendu compte? J'ai jamais perdu la confiance ou la capacité de continuer. Non. Jamais j'ai... Mais oui, tu sais, puis je pense que j'ai un réseau de soutien qui m'a aidé. J'en ai parlé, j'ai jamais été gêné dans cette situation-là ou une autre de parler à mon meilleur ami, à ma mère, à mon père. J'en ai parlé beaucoup. Mais une des premières choses que j'ai faites et que Sophie a fait de son côté aussi, moi, j'ai trouvé un psy au début. Puis j'ai vu un psy à chaque semaine. Ça m'a vraiment, vraiment aidé. Elle aussi, elle a trouvé une psychologue près de chez nous qui avait une expertise en oncologie. Puis ensuite, le CHUM lui en a proposé un. Donc, elle en a eu 2. Puis dans les 2 cas, je ne veux pas parler pour elle, mais tu sais, ça nous a gardé la tête hors de l'eau. C'est fou parce qu'en préparant ma rencontre avec toi, je me suis beaucoup reconnue en toi. Moi, j'ai été la proche aidante de ma mère pendant 5 ans. Puis une des premières choses que j'ai faites, c'est que je suis allée me chercher de l'aide avec une psychologue qui était une spécialiste du deuil. Ouais. Fait que c'est formidable. Fait que ça t'a... Puis c'est le fun qu'on le dise aussi, tu sais, d'aller chercher ce genre d'aide-là. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Ça t'apportait quoi d'aller là? Quand t'arrivais là, t'étais dans quel état? En fait, je sortais toujours de cette rencontre-là beaucoup plus léger. Puis j'ai l'impression que j'ai pas oppressé comment je me sentais ou j'ai pas mis de côté comment je me sentais. Oui, je me suis dévoué à elle, à ma blonde et tout ça, puis mais comment je me sentais, j'étais capable à chaque semaine de le sortir de moi. C'est ça qui m'a aidé à garder la tête hors de l'eau parce que j'ai jamais tombé dans une spirale ultra négative. Oui, là, on s'entend, là, c'était catastrophique, c'était difficile, mais j'ai jamais eu l'impression de perdre complètement les pédales. Puis le thérapeute m'a suggéré de méditer et d'écrire. 2 choses que je faisais pas. Puis c'est drôle parce que j'ai ressorti hier le livre avant de te parler. Ah, c'est ton journal? Ouais, j'avais jamais écrit de ma vie de façon constante. Puis, tu sais, je l'ai consulté rapidement hier soir, mais je trouvais ça beau de voir ce que j'avais écrit, puis je me souvenais comme plus d'avoir écrit ça. Je suis curieuse, je veux pas que tu me lises ton journal, mais peux-tu l'ouvrir et juste écrire la première ou deuxième phrase, le jour où tu as commencé à écrire, qu'est-ce qui est sorti d'emblée spontanément? Le 22 décembre, j'ai écrit la première fois de ma vie que j'ai écrit point, puis là, ma copine s'était levée, puis je l'avais caché. On dirait que je voulais pas montrer comme une faiblesse. Fait que j'ai une phrase. Puis là, elle s'est levée du lit, puis là, tu sais, je m'étais réveillé tôt, j'étais plus capable de dormir, puis je paniquais, puis là, je l'ai refermé. Fait que là, il y a juste une phrase le 22 décembre qui est le lendemain. Puis le 23 décembre, ben là, tu sais, je sais que je peux être la personne dont Soso,
a besoin. Ma belle-mère est infirmière, donc j'avais parlé avec ma belle-mère. Elle dit, Dominique vient de me dire que c'était impossible de mourir de ce cancer-là. Si tu avais à choisir un cancer, ce serait celui-là, un cancer technique. La science mondiale est ailleurs. Puis là, facile, non, possible à 100%. Je sais pas, c'était comme dans un plan de match. Puis j'ai écrit peut-être aux 2 ou 3 jours pendant 1 an. Ça m'a vraiment aidé. Puis je regrette de ne plus le faire. Ah oui? Ouais, je regrette de ne plus le faire. Pourquoi? Qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta vie en général? Clairement, ça a marqué ta vie en général. Ça et la méditation que je fais beaucoup moins. J'en faisais à tous les jours. Je m'étais téléchargé une application à sa recommandation. Puis ça a vraiment fonctionné. J'étais beaucoup plus dans le moment présent. Ça m'énerve parce que tous les clichés qu'on se fait dire sont tous vrais. Mais tu sais, dans la vie, tous les clichés sont vrais. Toutes. Je trouve ça triste, par exemple, que l'humain a besoin de se faire peser sur le frein à toute vitesse puis de vivre un traumatisme pour prendre suffisamment de recul pour être d'accord. Tout ce qu'on se dit là, il y a quelqu'un qui nous a déjà dit ça, mais tant que tu le vis pas, on dirait que tu t'immunises ou justement tu t'invincibilises. Puis je trouve justement que dans un moment de grand stress, dans une situation extrêmement anxiogène, j'étais devenu beaucoup moins anxieux qu'avant. Justement, parce que je pense que quand tu es dans la performance, puis quand tu veux toujours gagner ou tu veux toujours faire tout en ton possible, ben c'est anxiogène parce que dès que tu ne contrôles pas quelque chose, ben, tu as l'impression de perdre le contrôle, puis tu suranalyses, tu pars en spirale. Fait que moi, ça, c'était comme une des choses qui me ralentissait dans la vie, mon anxiété. Mais j'ai très, très confiance en moi, mais j'ai quand même une anxiété qui essayait qui se bataillait avec ma confiance. Oui. Puis là, pendant 1 an, dans la période la plus difficile de ma vie, j'étais beaucoup plus zen qu'avant. Et même peut-être qu'aujourd'hui, ça m'a aidé, je suis plus calme, mais j'ai vraiment vu les bénéfices au quotidien de prendre le temps de sortir ce qu'on a dans le cerveau, de relativiser nos grandes réflexions à l'infini. Qu'est-ce qui fait que là, tu le fais plus? Ben, parce que ça va bien. Là, la guerre est finie. Ouais, exactement, la guerre est finie. On a posé les armes. Ouais, puis je le regrette, puis je me le dis souvent, recommence quand je me sens justement plus stressé, plus intense dans un moment de rush. Là. Puis je me répète souvent, fais juste réécrire, tu sais. Je trouve ça plate que je sais ça. Tant qu'on le sait pas, on le comprend pas. Puis là, tant que c'est fini, dès que c'est fini, ben on revient à nos patterns. Mais en même temps, ça a marqué ta vie, puis ça restera toujours une référence dans ta vie vers laquelle tu peux te tourner. Parlons-en justement de cette après-guerre-là. La guerre est finie. Là. Tout s'est terminé, là, en fait, de traitement. Puis que là, mettons, là, on s'est fait dire que ça va bien maintenant. C'est depuis quand? Et comment va Sophie, là, sa vie, au quotidien? Là? Fin de l'immunothérapie qui aura duré 8 mois après la fin de chimio, opération, radiographie, l'immunothérapie. Et dans ce qu'on a retiré, parce il restait du 11 cm, il ne restait que moins qu'1 cm qui a été gratté, enlevé et tout ça. Ils analysent ils font la pathologie de ce qui est. Puis là, il restait un microfragment microscopique. Il y a donc eu débat. Est-ce qu'on continue dans l'immunothérapie qui était déjà prévue, qui est une nouvelle technologie qui cible plus le système immunitaire, beaucoup moins intense que la chimio, mais on a décidé de rajouter une petite molécule de chimio pour ces 14 autres traitements-là aux 3 semaines. Fait que ça a été comme une déception d'avoir 14 autres séquences. Mais au final, après l'immunothérapie, bon, c'est réglé. Il y aura des tests annuels. Ça va être suivi quand même sur les prochaines années, évidemment. Mais c'est tout récent, donc il y a eu un énorme soulagement. Puis c'est un mix de on reprend la vie normale. Mais la vie ne sera plus jamais normale. Ben, c'est ça. Il y a un avant puis un après. Puis je pense que c'est pour le mieux. Je dirais, c'est facile de dire ça quand ça s'est bien passé. Là. Toute personne a des circonstances différentes. Mais ça ne veut pas dire que ça a été moins difficile. Non, exact. C'est passé, mais ça a été extrêmement difficile. Là. On a appris tellement de choses qui vont être extraordinaires pour les 70 prochaines années. Je t'arrête tout de suite. Ouais. Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce qui ressort le plus dans votre histoire à deux? Là? Si tu avais à résumer pour vous deux, là, nous avons appris ceci. Là. Tu sais, quand tu es dans la performance, tu mets énormément d'énergie pour aller chercher ton 5 derniers pourcentages. Tu peux avoir 95% à l'examen, mais tu es obsédé par les 5% qui te manquent. Puis tu mets 60% de ton temps sur 5%, puis ces 5%-là, il n'y a que toi qui les note, qui les remarque. C'est là que tu deviens
un peu obsessif, que ça devient un peu anxiogène. Fait que je pense qu'on a laissé faire ce 5 %-là. Que notre méthode... On laisse tomber ça. On laisse tomber la perfection. Tu sais, je pense que c'est bien d'avoir une éthique de travail, de vouloir bien faire, mais la perfection, elle est inatteignable. Donc, Puis inintéressante en bout de ligne. En plus, c'est vrai. Ben oui. C'est tout à fait. Donc, d'être satisfait, c'est pas de la complaisance, mais d'être satisfait et d'être fier de ce que tu as fait sans avoir besoin de toujours accomplir quelque chose de plus. Parce qu'au final, tu t'essouffles. Puis, Sophie, comme femme d'affaires, elle a appris beaucoup, ben moi aussi en fait, là, mais elle m'en a parlé beaucoup, à extérioriser ce qu'elle ressentait. Parce que comme femme d'affaires, elle a débuté à 25 ans, elle a acheté une compagnie, Hotvic, elle a recommencé cette compagnie-là. Puis ben, tout le monde disait que ça ne fonctionnerait pas, que c'était pas possible, c'était un monde d'hommes. Donc, tu veux pas montrer de faiblesse, tu veux être fort, tu sais. Puis ça s'applique pour plein de domaines, en restauration, dans le monde des affaires. Fait que c'est comme si elle a intériorisé, elle a gardé tout pour elle, elle ne montrait pas ses émotions, elle ne montrait pas de signes de faiblesse, c'était à 100. Fait que c'est comme si à un moment donné, figurativement ou pas, le corps avait dit là, j'ai un trop-plein, je vais te le montrer, je vais te le sortir. Puis c'est comme si un peu la tumeur devenait un peu tout ce que tu n'avais pas réussi à extérioriser, ton corps. Je crois ça. Ben, oui, il y a un sens assurément à ça. Fait que justement, d'extérioriser, de mettre un genou à terre parfois. Mais de slacker les poulies, comme on dit, de temps en temps. Hein? Exact. C'est pas nécessaire. Détacher la toque un peu, là, qui est trop serrée. Puis l'adrénaline aussi, c'est une drogue. Tellement. Fait que, tu sais, est-ce qu'on a toujours besoin d'adrénaline? Est-ce que l'absence d'adrénaline est un vide? Non. L'absence d'adrénaline, elle fait du bien, mais faut que tu t'en rendre compte, faut que tu te déprogrammes. Mais aussi, l'adrénaline, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas réel. Oui. C'est juste en bas de ça que la réalité existe dans la Absolument, vie. absolument. L'adrénaline, c'est la coche au-dessus, mais en avons-nous vraiment besoin? Dans certaines situations. À certains moments. Exact. Donc, pourquoi pas se laisser surprendre par ces moments-là au lieu de maintenir ce rythme qui n'a aucun sens. On a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements à notre nutrition. Puis, on avait quand même déjà un rythme de vie assez santé. Puis ça a été un des constats de Sophie, il y a tellement de médications, puis on corrige un effet secondaire par un autre médicament, puis autant est-ce qu'on a été bien pris en charge, les médecins n'ont pas le temps de personnaliser les traitements, n'ont pas le temps d'analyser pourquoi. Mais c'est pour ça qu'il faut que tu t'entoures. Vous autres, vous aviez déjà une bonne base, mais il faut s'entourer de d'autres éléments pour nous aider. Hein? Oui, donc il y a eu de gros changements en nutrition, puis on a repris goût à bien manger en comprenant d'où venaient nos aliments. Tu sais, puis je suis pas un expert, puis c'est impossible d'analyser en silo, mais tu essaies de faire toi-même ton propre sens à la situation que tu vis. Puis c'est pas normal qu'autant, parce qu'elle est loin d'être seule, Sophie, là, qu'autant de jeunes femmes en santé aient des cancers du sein. C'est un des fléaux pour nous, à tout le moins, des temps modernes. Est-ce que c'est parce que les filles ont été... Là, il y a un énorme dérèglement hormonal lorsque ils se sont fait prescrire la pilule sans arrêt. Là. Tout à fait. Quand ça ne fonctionnait plus, ta pilule, on faisait quoi? On te donnait une autre pilule, on te disait, skip le placebo. Le catalogue il est vaste, fait que tu peux prendre ça. Là. Je suis pas en train de... Tu sais, il y a beaucoup plus de bienfaits que de méfaits à ça, mais ça, combiné à la pollution, combiné au changement alimentaire... Ce qu'il y a dans notre alimentation, les colorantes et tout ça, là, c'est... Fait que là, tu dis, j'ai un cancer, j'ai un dérèglement hormonal, mes hormones envoient des signaux dans toutes les directions. Puis, de 13 à 30 ans, on m'a prescrit des hormones. Il y a des hormones dans ce que je mange. Fait que t'essayes, sans blâmer qui que ce soit ou quoi que ce soit, t'essayes de dire comment est-ce que je peux contrôler tous ces éléments-là pour pas me remettre dans le même carré de sable qui m'a amené là. Fait qu'il y a eu des changements aussi sur nos habitudes de vie, nos habitudes de consommation. Puis j'imagine, vous avez l'air d'être deux passionnés de la vie, mais on doit aimer la vie encore plus. Puis on aime surtout la vie sans attendre la prochaine activité. Ça aussi, ça a été on se surchargeait de stimulation. On partait en ski, au Mont-Saint-Anne, on partait en ski. Hein? Exact. On n'arrêtait pas des projets, ici, ça. Parfait. C'est correct d'en avoir, mais on dirait que pendant qu'on faisait X activités ou X projets, on planifiait la prochaine, alors que là, on est dedans. Donc, juste de pas... Encore une fois, c'est un peu lié à l'adrénaline, la dopamine. La vie simple, qui n'est pas guidée par des rendez-vous à l'hôpital, qui n'est pas guidée par des symptômes, par des effets secondaires, elle est exceptionnelle. Ça aussi, c'est un beau cliché qu'on savait, mais qu'on a appliqué. Donc, juste d'être bien.
Ouais. Il fait beau. On ça, puis on est déjà bien, là, tu sais. Puis on choisit notre horaire. On n'a pas un rendez-vous à 11h au CHUM, puis à 1h à Sainte-Justine, puis fait ouais. Charles-Antoine, si tu dis que tu as consulté quelqu'un, puis mon Dieu, quelle chose merveilleuse à faire, c'est clair que c'est juste positif. Mais toi, là, le gars, l'animateur, le gars qui travaille, oui, à Salut Bonjour, à TVA Sport, toute ta vie à toi, là, toi, le proche aidant, t'es devenu un proche aidant. Je dirais même, est-ce que tu as su te reconnaître comme proche aidant? Parce que des fois, c'est compliqué, là, on n'y arrive pas. Mais cette période-là, pour toi, dans la vie, là, qu'est-ce que ça a bousculé? Ça a dû bousculer toute ta vie? Ben, la première chose, c'est, tu te rends compte dans l'adversité de la vraie personnalité des gens qui t'entourent. J'ai été tellement choyé au travail d'avoir un soutien instantané, de pouvoir m'absenter. Il y a eu des nuits qu'on vérifiait la fièvre quand tu es en chimiothérapie. Il y a de la fièvre, tu dois partir. Tout ça pour dire que je me suis senti tellement appuyé. Wow. Jamais que ça m'a causé du stress, le travail, que je voulais absolument continuer. Puis à quel point ça m'a aidé d'aller au travail parce que justement, c'était le seul moment où je pensais plus à moi. Puis, tu sais, j'ai côtoyé quelqu'un que tu connais bien, tu sais, Gino Chouinard, il était animateur à ce moment-là. Fait que j'avais comme des gens autour de moi qui me créaient comme un cocon à tous les jours. Puis pendant l'émission, pendant Salut Bonjour, je pensais pas à ça. Dès que j'avais un message texte, j'avais comme un PTSD de dire qu'est-ce qui se passe, quelque chose de grave. Mais le travail m'a aidé beaucoup à justement à partager ma passion. Puis on est dans un médium et un média de sourire, puis de bonne humeur. Puis le matin, c'est ça qu'on vend. Puis je me suis rendu compte que je la forçais pas, ma bonne humeur. J'étais vraiment très heureux. T'avais le goût d'être dans ça. T'en avais besoin, inconsciemment ou inconsciemment. À 10h30, je retombais dans mon mode, justement, de proche aidance. Mais le travail m'a permis, moi, de m'évader un peu puis de revenir à la normalité. J'ai fait beaucoup de sport seul, où est-ce que je partais. Ça aussi, ça fait partie de ma thérapie quotidienne, là, de bouger. Mais j'ai fait beaucoup, beaucoup de sport. Donc, j'ai quand même pensé à moi. Dès que j'avais une ouverture, je m'évadais dans ce qui me rappelait la normalité de ma vie. Puis j'ai l'impression que ça m'a quand même aidé à passer au travail. Puis c'est drôle parce que ça a été une des années les plus, je ne veux pas dire prospères, mais ça a été une année d'opportunités professionnelles exceptionnelles. C'est comme si j'ai eu une stimulation. Ouais, exactement. C'est comme le pire et le meilleur. On t'en a donné une plate, là, mais on va t'en redonner du beau de l'autre côté. Puis fait que ça aussi, si on veut faire un sens là-dedans, c'est comme si la vie m'avait ramené un peu de positif au travers du négatif. Puis je veux t'entendre parce que, puis dis-moi pas non, je te le dis tout de suite. Mais qu'est-ce que tu as trouvé de difficile dans ton rôle de proche aidant, dans cette période-là où tu as accompagné, puis t'adores ta blonde, tu voulais être là avec elle, ça, on l'a clairement compris, mais qu'est-ce que tu as trouvé difficile? C'est clair qu'il y a dû y avoir des moments où tu as trouvé ça difficile. Ben, voir quelqu'un qui vit de la chimiothérapie, à ce niveau-là, il y a différents degrés, mais elle était quand même assez forte, là, très forte, la chimiothérapie. Ça glace le sang, là, de voir la personne que t'aimes, que tu trouves belle, que tu trouves habituellement rayonnante, être blême, être à l'horizontale, être incapable à son pire, là, et qu'elle te dise qu'elle n'a jamais vécu quelque chose d'aussi difficile, tu te sens impuissant. Parce que, encore une fois, j'étais pas capable de savoir ce qu'elle sentait. C'est impossible de connaître cette douleur-là, je pense, tant qu'on l'a pas vécu. Fait il y avait une impuissance. Oui, je camouflais le tout, puis je restais optimiste, puis je voulais comme transmettre mon optimisme, même si je l'étais pas tout le temps. Mais de l'avoir comme ça, cette image-là, elle reste un peu imprégnée, de voir des cheveux dans la douche tomber, de l'avoir perdre du poids, de l'avoir, de passer une nuit en prenant sa température à toutes les heures, savoir s'il faut aller à l'urgence en pleine nuit, en plus d'espérer qu'elle ne fait pas de fièvre parce que là, il faut retourner. C'était comme des trucs qui étaient insupportables. Je lui ai donné la COVID aussi pendant ça. On est allé à l'urgence au CHUM un dimanche matin, entouré de toxicomanes. Ma blonde qui était comme déjà en détresse, mais là, elle vivait un moment... elle était comme sur le bord de la rue. C'est irréel de voir ça. Donc là, tu te sens très, très impuissant.
Mais tu essaies de le camoufler puis de continuer quand même. Puis on pourrait dire que le fait que vous êtes des athlètes, ça, c'est un sport extrême. Ah, c'est T'as ça. vraiment vu c'est quoi un sport extrême, en fait? Ouais, hein? tu dis, bon, je sais pas par où je m'en vais, mais il faut qu'on avance. On va avancer au travers. Tu avances aveuglement dans quelque chose que tu connais pas en disant. Moi, j'ai une expression que je me sers beaucoup dans la vie, c'est. Il n'y a pas de penchant directement ou de traduction directe, mais en anglais, ils disent weather the storm. C'est de naviguer la tempête. Fait que c'est de rester à flot. Une tempête, ça brasse, puis l'important, c'est juste de ne pas chavirer. Quand le soleil revient, que tu sois encore à la surface, puis que là, on reprenne la navigation. Je me suis répété ça, je me suis écrit ça à des WTS un peu partout, puis c'est de même que je me sentais. Je suis dans un ouragan. Tiens la roue, là. Ouais, puis Tiens la barre. je sais plus où je m'en vais, là. Tu vas voir des chaudières d'eau, là, puis ça Exact. fait la barre en arrière de la tête. Puis... C'est ça. Mais tiens la barre. Puis à un moment donné, j'imagine que ça va arrêter, mais tu sais pas, puis tu crois pas que ça va arrêter. Mais tu tiens le plus fort que tu peux parce que tu veux pas qu'elle non plus bascule. Donc cette image-là m'a aidé quand c'était vraiment, vraiment difficile. Puis là, le projet d'avoir un petit bébé, il en est où? Ben, c'est drôle parce que ça aussi, on s'était pris dans notre spirale de performance. T'sais, on est plus âgé, on a commencé à 36 ans, c'était plus long, ça faisait comme 1 an et demi, 2 ans qu'on essayait, puis ça nous crée énormément de frustration, d'anxiété, parce qu'il y a une comparaison, tu regardes les autres que ça fonctionne, puis ça en était maladif, littéralement. Puis est-ce que si on veut trouver un sens encore à la vie, ben probablement que c'était correct que ça fonctionne pas, parce que ce qui s'en venait, ben c'était peut-être pas propice à mettre un enfant au monde. C'était pas le temps. Puis en même temps, quand tu avances en âge, surtout pour les filles, mais là, tu deviens avoir comme un chronomètre. Il faut que ça arrive avant, tu sais, parce que plus ça avance. Tic-toc, tic-toc. Exact. Tic-toc, fait que ça devient une obsession. Puis là, donc, dans tout cet ouragan-là, l'éclaircie, ça a été de dire on va commencer par congeler vos ovules. Puis là, le chronomètre s'arrête à ce moment-là. Parce que c'est l'ovule, là, encore une fois, là, je ne maîtrise pas tout le volet scientifique, mais c'est l'ovule qui est Elle était encore plus en santé là, à l'époque où vous les avez prélevés. Donc là, c'est réglé. On n'a plus besoin de se dire, OK, ben là, à l'approche 40 et tout ça. Donc ça nous a donné un soulagement. De toute façon, on n'avait plus le temps de penser à ça, là, ce qui s'en vient. Et pour revenir au point, ben, c'est qu'à partir du moment que les traitements se terminent, c'est 18 à 24 mois d'attente avant de pouvoir... Pause, là. Ouais, exact. Puis justement, ce qui nous amène là, à l'été prochain. Ben, c'est ce qu'on s'est dit aussi. Là. Oui, le réflexe serait de dire OK, on est prêt là. Mais pourquoi pas prendre cette année-là pour profiter de la vie là, après tout ce qu'on vient de vivre? On peut juste penser à nous. C'est vrai. Avoir du plaisir, pas se soucier de hey, on va être plus vieux que nos amis qui ont des enfants, puis là, on va avoir nos enfants plus vieux. Fait que ça nous a soulagé cette charge qu'on s'était imposée de hey, tout fonctionne sauf ça. Là, il faudrait réussir ce projet-là parce que c'est le seul qui est comme ça à glace. Donc, ça sera à la fin de l'été prochain, puis on verra. On verra. On verra. Exact. La vie fait bien les choses. Ah, c'est ça, c'est un beau mot de la fin, je trouve. Ouais. Merci tellement, Charles-Antoine. T'es vraiment là. C'est touchant de t'écouter. T'es un beau gars, c'est inspirant, c'est rempli d'espoir. Puis je pense que ta Sophie, elle a été très chanceuse de t'avoir avec elle. Puis ben, t'es certainement très chanceux de l'avoir toi aussi. Fait que merci de ce partage-là. C'est vraiment extrêmement... c'est important pour nous que tu sois passé aujourd'hui, vraiment. C'est la moindre des choses, puis merci de justement l'intérêt puis l'ouverture. J'ai l'impression que si ça peut contribuer à l'anxiété de quelqu'un qui s'apprête à vivre ça, ben tant mieux. C'est un beau masterclass qu'on vient d'avoir. Merci Marina. Merci à toi. Je suis en compagnie de Chantal Tousignan. Chantal vit à Drummondville. Chantal, c'est la fille de Lucille. Lucille qui est votre maman, qui est atteinte d'un cancer de l'intestin, stade 4. C'est drôle, ça me fait penser à ma maman. C'est ce qu'elle avait. Bonjour, Chantal. Bonjour. Merci d'être là. Ça me fait plaisir. C'est vraiment gentil d'avoir accepté l'invitation parce que je pense qu'il n'y a rien comme venir partager nos expériences de vie. Puis le balado des proches aidants, ça sert vraiment, vraiment à ça. Et moi, je trouve que c'est toujours très courageux d'accepter de venir s'asseoir et de parler de notre vie puis de notre intimité, en fait, là-dedans. Bien, j'espère que ça peut apporter quelque chose pour les gens. Ouais. Bien, ça va être merveilleux. Clairement. Lucille a quel âge aujourd'hui, Chantal? Elle a 86 ans. Elle aura 87 ans en décembre.
Là, votre maman, donc, cancer de l'intestin, stade 4. Au printemps dernier, le pronostic était de 6 mois. Là, si on fait le calcul, ça l'amènerait à Noël Oui, 2025. oui. Comment elle va, Lucille, aujourd'hui? Dans l'ensemble, ben, c'est des hauts et des bas. C'est sûr que c'est très variable, mais je dirais qu'à la base, suite à la nouvelle, elle a fait un peu comme si de rien n'était. Elle a quand même une personnalité. Je pense que pour les autres autour, elle est forte, mais là, présentement, elle vit plus de douleurs qu'elle en vivait. Elle est plus faible qu'elle l'était. L'ajustement de médication qui n'est pas facile. Elle est sensible à la médication aussi, donc c'est vraiment variable. Et ça, c'est un diagnostic d'il y a 1 an et demi, là. Du 18 juin, parce qu'elle a eu le cancer, oui, de l'intestin, mais qui a été opéré OK, l'année d'abord. dernière. OK. Suite à ça, le cancer est de retour, mais pas au même endroit parce qu'il a été entièrement enlevé. Mais le cancer a fait, je pense, des métastases un peu partout finalement, là. Donc, il y a des ganglions, des métastases tu sais, en dessous des bras, en dessous des seins, une jambe, un peu partout. Fait que là, parce que votre maman, je pense que ça a toujours été une femme assez autonome dans sa vie, hein? Oui, Longtemps, longtemps. oui. Là, elle est rendue où par rapport à son autonomie? Je dirais que pour elle, c'est difficile par orgueil, qui est très comprenable, de nommer les choses, de dire ses besoins. C'est-à-dire que oui, j'ai commencé à l'assister un peu pour le bain, ce que je faisais pas avant. De me demander de lui faire à manger, bon, ben ça aussi. Tu sais, là, présentement, là, c'est ça, c'est vraiment des hauts et des bas où je vais participer vraiment plus à ses AVQ, à ses soins directs, plus qu'auparavant. C'est sûr que de semaine en semaine, ça varie. Vous travaillez dans le milieu hospitalier, là. Oui. Vous êtes préposé aux bénéficiaires. Ouais. Puis vous dites que l'approche aidance, ça a toujours fait partie de votre vie, en Ben, fait. je pense que oui, en grande partie. Est-ce que c'est un choix si on vient tout le monde en pensant qu'on va toujours aider tout le monde? C'est possible, je le sais pas. Ça n'a jamais répondu à ma question. Des fois, je me questionne en me disant, mais comment ça se fait que je suis comme ça? Je le sais pas. Je le sais pas. En tout cas, vous l'avez dans votre ADN. Je pense que oui. Oui, hein? Ouais. Là, vous habitez avec votre maman, c'est Ouais. ce que j'ai cru Ouais. comprendre. C'est assez récent? Ben, tu sais, c'est sûr que avant ça, où mon père, avant que mon père décède, j'étais proche aussi, pour lui aussi. Quand Proche il est aidante de décédé, votre frère? de mon père, De votre père. Votre Et- père aussi, je pense, hein? mon frère aussi, qui a une Votre frère. maladie mentale. Mais oui, ça a été un parcours de vie semblable à ça. Et quand mon père est décédé, c'est certain qu'elle ne pouvait pas demeurer seule dans sa maison. Donc là, oui, je me suis en allée chez elle et je suis là depuis ce temps-là, là. Donc ça fait Jour et combien de nuit. temps? Ça va faire 4 ans, oui, en tout et partout, là. Oui, mais j'ai ma maison près de la sienne, fait que c'est sûr que, tu sais, je vais à mes choses, j'allais travailler. Tu sais, c'est sûr qu'elle avait pas autant de besoins qu'elle en a présentement. Mhm. Mais là, c'est du lundi au dimanche. Puis, tu sais, même au début, je dormais dans le sous-sol. Et là, il n'y a pas tant si longtemps, elle a fait une chute dans la salle de bain. Donc là, je suis remontée au premier étage et je dors à côté d'elle. Puis c'est sûr que durant la nuit, j'écoute voir si comment elle respire. Des fois, elle s'étouffe un petit peu. Tu sais, c'est sûr que la maladie avance. La réalité, c'est ça, là. C'est vrai. Fait que. Vous dites qu'elle a plus de besoins maintenant Oui. qu'avant. Ben parlez-nous, là, c'est quoi la réalité au quotidien avec votre Ben, maman? c'est certain qu'au début, elle faisait, tu sais, elle avait beaucoup plus d'énergie qu'elle en a maintenant. Là, elle en a de moins en moins. C'est variable à chaque jour. On a souvent les petites filles de ma nièce qui sont présentes chaque semaine, qui viennent manger. Bon, ben là, il y a des fois qu'elle se dit, je vais être capable. Fait que là, je vais l'aider un petit peu parce qu'elle veut pas perdre ça. Des fois, même, je vais servir sa médication moi-même. Des fois, ça va être elle qui va la préparer. C'est vraiment, tu sais, toutes les AVQ, les habitudes de vie quotidienne, c'est soit le bain, plein de choses. C'est sûr, ces commissions, c'est moi qui vais les faire. Je l'amenais avec moi. Vois-tu, comme hier, c'est la première fois qu'elle ne m'a pas accompagnée, là. Mais normalement, je l'amène dans mon auto, puis on va à l'épicerie chercher ces petites choses. Mais là, hier, ça allait pas. Hier, c'était des gros étourdissements. Là, on a parlé toutes les deux de la médication. Est-ce qu'on diminue un petit peu? Bon, les débarbouillettes d'eau froide, étends-toi. Bon, je me disais, pas des électrolytes, un petit peu de Benaki Oui. qu'elle a pris. Mais, tu sais, elle a resté sur le divan une bonne partie de la journée hier. Parce qu'elle est encore en traitement, votre mère, là. Elle reçoit Non, des... elle a non. Elle a Elle refusé les traitements. Elle a refusé les traitements,
Donc là, elle est vraiment en soins palliatifs à la maison, qu'on appelle. Donc, ça veut dire que le médecin se déplace à domicile pour la visiter et voir l'évolution. Ce qu'on peut faire, augmenter, diminuer puis elle va lui expliquer à elle. Et c'est vraiment au jour le jour, là, c'est ça. Vous êtes accompagnés, vous dites «on» depuis tantôt parce que il y a Ouais, votre c'est vrai. nièce Jessica qui vous accompagne dans tout ça, là. Vous êtes les 2 Oui, là, vous êtes très, très proches, puis, oui, votre nièce a décidé de vous accompagner dans votre proche aidance, donc vous êtes vraiment devenues les proches aidantes de votre mère je pense que oui, et là, tout vous, à vous fait. avez arrêté de travailler Oui, aussi? oui, depuis le 18 juin, oui. Quand même, là, ça aussi, là, je veux dire, là, votre vie, vous en êtes où? Parce que Elle est là sur pause. Je dirais qu'elle est sur pause depuis un bon bout de temps. Demain, je le sais pas. J'appréhende les choses. Je pense à peu près comme tout le monde, on est sur une période dans le déni, puis après ça, tu dis: «Ah ben là, ça va bien parce que c'est une bonne journée». On fait comme si de rien n'était, ce qui permet peut-être de surfer avec tout ça. Parce que sinon, ce serait triste à chaque jour. Fait qu'il y a des bons moments aussi, mais c'est sûr qu'on s'enligne vers autre chose. Des fois, on en parle, c'est difficile de nommer les choses. Comme on avait visité ensemble, on l'a amené, moi puis ma nièce Jessica, visiter le centre de jour, le Havre d'Élisabeth. Mais c'était une journée qu'elle allait moins bien aussi, cette journée-là. ça, c'est un lieu de soins palliatifs? C'est un Il faut vraiment que tu aies un pronostic, tu sais, que tu aies un cancer incurable. OK. Donc, c'est accessible de jour seulement, où ils offrent des soins, soit physiothérapie, massothérapie, coiffure, esthétique, vraiment chouchouter les personnes. Mais cette journée-là, pour elle, c'était plus difficile. Elle était quand même heureuse de visiter les lieux, mais de dire, de planifier quelque chose, pour elle, ça convenait pas, là. Elle dit: «Non, tu sais, ça se peut que j'aille moins bien», fait que non, pour elle, c'était pas je pense que ce qu'elle aurait aimé, c'est peut-être un soin à domicile. Mais ça, de se déplacer, de devoir se déplacer, puis de prévoir d'avance, finalement, elle a changé d'idée. On parle de soins, justement, vous parlez de soins à domicile. Est-ce que vous avez accès à des services en ce moment pour votre mère? On aurait accès, mais présentement, pour elle, elle en a pas besoin. On m'a Parce que dit vous êtes là toutes les 2, ouais, Jessica et vous, c'est ça. là? Je pense que c'est ça en grande partie. OK. Et tu sais, une infirmière du CLSC qui m'a fait part que si son désir éventuel était de demeurer chez elle, qu'il y avait moyen d'avoir du personnel, soit des préposés, de jour, qui pourraient nous aider. Mais on n'est pas rendu là. À ce moment-là, quand on en a parlé, pour elle, c'était une confrontation, puis elle était pas prête à tout ça. On n'est pas encore rendu là non plus. Est-ce qu'on va faire ça? Je le sais pas. Je pense que, tu sais, je disais: «Mais c'est ton souhait, c'est ce qu'on va faire», mais je sais pas. En fait, là, ce qu'on comprend, c'est qu'elle pourrait avoir des soins à domicile, mais elle vous a, vous et Jessica, puis Oui. elle veut que ce soit vous, hein. Très souvent, c'est ça. Vous êtes sa fille, donc l'intimité, la Ouais, proximité, je pense que oui. c'est souvent ça, hein. Mais Ouais. là, vous avez arrêté de travailler pour pouvoir être présente auprès de Ouais. votre mère. Mais ça veut dire que, je veux dire, je sais pas si vous avez gagné la loterie aussi, mais je veux dire, ça Non. doit pas être évident, là, d'arrêter de Non, c'est travailler. un enjeu. C'est certain que suite à la nouvelle, moi-même, j'ai comme, comment est-ce qu'on dit ça? Somatisé des à un moment donné, je me disais: «Mon Dieu, je suis après faire une crise cardiaque» parce que oui, chaque matin du sous-sol, j'écoutais comment qu'elle va, as-tu tombé? Bon, parce que, tu sais, c'est le cancer de l'an dernier. Là aussi, j'ai dû être présente tout le temps, là où j'ai manqué des jours de travail. Mais le 18 juin, quand on a appris que le cancer était de retour, Hem, là, il était question d'aide, comment est-ce qu'on dit ça? D'aide pour, je parle d'aide financière, mais qui représentait comme 50 d'un salaire, ce qui était impossible pour moi. Donc finalement, vu le fait que moi-même, j'allais moins bien dans tout ça, je suis pas avec l'aide, pour, les aidants naturels qui Pour les étaient proches pour aidants, les oui, proches oui, oui. aidants, non, pas du tout. Fait que là, je suis en arrêt de travail, Mais ça, vous pourriez assurément avoir accès à ça quand même, un peu ouais, d'aide? sauf que ce serait une situation impossible, tu sais, parce que vu le coût de la vie, j'ai une maison aussi, ce serait impensable, là. Je ne sais pas ce Mais qui entre ça puis arriverait. pas travailler?
Ben, je pense que je me disais: «Non, je vais retourner travailler», Ouais. sauf que j'ai réalisé que non, j'en étais incapable, tu sais, parce que dans le milieu où je suis, c'est sûr que si je vendais du rouge à lèvres ou d'autres choses, ça irait, mais je travaille avec des patients je travaille en soins palliatifs aussi. Donc c'est moi qui emballe les gens qui sont décédés, qui les accompagne dans un cheminement aussi. On me faisait réaliser, ma chef de département, elle dit: «Regarde, tu pourras pas, là». Et fallu que je réalise que c'était vrai, là. Puis, tu sais, je me considère une personne très forte, mais là, tout d'un coup, tout en parlant, comme tantôt, je me disais: «Ben, voyons donc, qu'est-ce qui arrive?» Non, ça vient te chercher, là, quand c'est un proche, Ben, j'allais justement vous c'est poser la question. c'est Vous qui différent. avez l'habitude, Oui, pourtant. vous l'avez en vous, Ouais. la proche aidance, vous êtes préposé aux bénéficiaires, vous emballez des gens qui décèdent. Ça, c'est quand même Ouais, c'est ça. incroyable. Ouais. C'est quoi la différence, justement, Chantal, entre faire ce métier-là puis le vivre dans sa vie, en Je plus avec pense que c'est sa à mère? l'opposé. C'est vraiment à l'opposé. Tu sais, comme je disais à quelqu'un dernièrement, tu sais, oui, souvent dans mon milieu, on entend dire des fois des commentaires comme: «Ah ben là, qu'elle la laisse partir sa mère à l'âge qu'elle est rendue». Mais aujourd'hui, je réalise que non, on n'est jamais prêt. Peu importe l'âge que ton proche a, c'est non, tu es vraiment, impliqué directement, là, c'est autre chose. Je pense que c'est plus facile, un étranger, tu peux choisir de t'impliquer émotionnellement ou de ne pas t'impliquer, mais là, tu as pas le choix, tu es dedans, là. Non, puis vous, dans votre métier, votre côté professionnel, vous devez apprendre Ouais, à vous c'est ça, protéger, oui. puis vous avez quelque chose à exécuter, puis ça fait partie de votre travail, mais là, de le vivre effectivement dans votre vie personnelle, c'est tout un autre monde. Mmh, tout à fait. Puis je sais que Jessica, votre nièce, elle est très, très présente, puis je pense qu'elle aussi, elle a pris un arrêt de travail là, pour vous accompagner dans tout ça. Je pense que pour elle, c'est très difficile aussi parce qu'elle est très, très proche de ma mère. Donc, de concevoir, tu sais, parce que comme je disais, on a toute une histoire de vie. Donc, chaque mardi, on mange avec les petites quand je parle de Romy et Rose et Jessica. Donc, oui, Jessica a eu une forte réaction. Voyons donc, on ne peut pas changer notre vie comme ça demain matin, mais oui, ça va arriver. Qu'est-ce que vous trouvez le plus difficile, Chantal, dans votre rôle de proche aidant? Premièrement, est-ce que vous avez été capable d'accepter ce titre-là, ce rôle-là? Parce que bien souvent, on parle Je aux gens pense qu'on que fait, ben non, c'est ma mère, c'est normal. Mais à un ouais. moment donné, c'est parce que, et on dit plus aidant naturel, parce qu'il reste que là-dedans, c'est pas naturel de porter tous ces chapeaux-là, puis toutes les responsabilités qu'on peut avoir comme proche aidant. C'est fou la liste, là, tu sais. On est médecin, on est un peu infirmière, on est nutritionniste, on est femme de ménage, on est cuisinière, on est conseillère, on est psychologue, on est. Ouais. C'est fou, là, tous les chapeaux qu'on porte comme proche aidant. Euh, D'en avoir conscience, effectivement, comme tu dis, je dirais que non, pas du tout. Ça allait de soi. De par ses besoins à elle. C'est sûr que tu vois quelqu'un dans toute sa vulnérabilité. Donc, c'est pas, comment je dirais bien ça? c'est douloureux. Oui, puis finalement, c'est comme ton enfant, ça devient ton enfant. C'est réellement ton enfant dans sa vulnérabilité. Donc, sachant, parce que c'est ma mère, je la connais et j'ai toujours été bien proche d'elle, je connais déjà ses besoins avant qu'elle les nomme. Donc, je vais faire attention pour pas toucher à son orgueil. Si, ah ben regarde, tu sais, je savais qu'elle avait de la difficulté pour le bain, ben veux-tu, je vais te cramer. Mais finalement, je finis par la laver, mais on le dira pas. Tu comprends? On le nommera pas. Ah ben ménage la crème, là, tu as bien trop mis ou tu sais, parce que oui, elle a droit à sa dignité Hmm. aussi et je me mets à sa place à elle ou à tous ceux qui ont un cancer puis que tu perds l'autonomie, tu veux pas perdre ton autonomie et ça accentue ses traits de caractère aussi. Donc ça reste ma mère avec son autorité quand même, Vraiment. mais dans sa vulnérabilité. Hmm. Donc, elle va donner ses ordres quand même, elle va, tu sais, faire comme si de rien n'était. Fait que pour elle, de dire: «Ben, j'ai besoin», c'est pas facile. Ah non, ben c'est ça, souvent. Les gens C'est pas malades, c'est souvent facile. ça. Puis nos mères, là, votre mère, vous, elle a 80, C'est bientôt 87, ouais, là, ça me fait penser à ma maman. Là, c'est des femmes qui ont tellement été autonomes, ouais. puis qu'on allait vers elles pour avoir de l'aide. Hein? Eux autres, ils n'en Oui. demandaient pas. Fait que Non, d'être c'est ça. vulnérable et fragilisé à ce point-là. Ah oui, puis souvent, tu sais, elle demeure dans une maison qui est pas récente, là, c'est une vieille maison pleine d'histoires.
Donc, il y a du plâtre. Tu sais, je vais réparer un peu de plâtre, remplacer mon père qui est parti. Elle va venir m'aider avec son petit coup de pinceau. Oui, elle était assez extraordinaire. Puis, tu sais, j'en ai vu des patients dans ma vie, mais comme elle, c'est un phénomène. Tu sais, tout va bien. Tout va toujours très, très, très bien. Avez-vous des moments, parce que ça me fait tellement penser à moi et ma mère, là, je peux pas passer à côté de ça, mais je trouve que dans ces étapes-là de vie, moi, j'ai accompagné ma mère jusqu'à vraiment son dernier souffle. On a eu des grands moments aussi de complicité, de rire, de joie Oui. ensemble. Est-ce que... Ben oui. Parce qu'on peut pas être plus intime avec quelqu'un. Non, Hein? c'est ça. Il y en a plus de pudeur à un moment donné. Là, on les voit sous tous les angles, puis dans tous Ouais. les états on partage toutes sortes d'états émotifs ensemble. Est-ce que vous avez quand même en tête des moments? J'ai énormément de souvenirs avec elle qui, je peux pas dire, tu sais, sa personnalité propre à elle, c'était comme une grande chum de fille. Ça l'a toujours été. C'est certain. Fait que oui, il y a beaucoup de fou rire qui était presque. Tu sais, même encore aujourd'hui, je pense que, non, pas cette photo-là, mais sa petite froc de jean, puis elle va, tu sais, voir à son apparence quand même, de vouloir rester jeune quand même. Je pense qu'elle réalise même pas qu'elle a 86 ans. Fait que c'est certain que oui, beaucoup de foleries, beaucoup de niaiseries, énormément. Puis, tu sais, elle est en fauteuil roulant. Donc, on fait des petites promenades, mais avec les narcotiques, ça arrive qu'elle est un petit peu comme en état d'ébriété. En décalage, là. Très. Fait que des fois, elle passe pas, je rentrer dans le trottoir, tu sais, puis elle me dit non, c'est parce que c'est lui, là, tu sais, à côté, qui ne regarde pas ce qui va, mais c'est elle, tu sais. Est-ce que dans votre entourage, mais je pense que j'ai compris, mais c'est toujours intéressant de poser la question. Il y a Jessica qui vous accompagne, tout ça, mais est-ce que d'autres personnes autour de vous qui vous portent main forte, qui vous donnent un peu de répit par moment, qui vous aident? Pas vraiment. Pas vraiment, non. Non. On pourrait, tu sais, comme on disait tantôt, de par le CLSC, Ouais, peut-être c'est avoir ça. des services, mais pour le moment, tu sais, oui, elle a une femme de ménage qui vient une fois par mois. Il ne faut pas trop qu'elle déplace ses affaires. Fait que c'est ça, de rentrer dans leur intimité, une personne de cette génération-là, c'est pas facile. Fait que non, en attendant. Pour l'instant, tu sais, même pour elle-même, elle dit: «Je n'ai pas besoin». Fait que ça va comme ça. Après, je le sais pas. Ça sera pas évident, je pense. Je sais pas. Tu sais, des fois, elle me dit, bon, je m'en irai à René Verrier, qui est la maison de fin de vie, parce que son frère était là il y a pas tant si longtemps. Tu sais, elle a conscience que, bon, il reste juste un frère aux États-Unis et c'est tout. C'est pas évident, mais je le sais pas. Diriez-vous qu'elle, elle se sent partir tranquillement? Certains jours et de plus en plus dernièrement, oui. Mais vous en parlez pas. Pas ben, il y a des fois qu'elle nomme, puis est-ce que c'est moi qui Évite. ouais, est-ce que c'est ça? Des fois, ma nièce était plus, rationnelle, puis des fois, elle l'est pas pantoute. C'est moi qui la ramène. Je pense que c'est tu sais, c'est comme de retourner ses bancs d'école finalement. C'est une bouchée à la fois, une journée à la fois, C'est sûr. de nommer les choses, tu sais, j'oserais pas dire: «Tu veux quoi?» Non, quand tu vas être décédé ou mais en même temps, elle l'a déjà dit. Elle en a parlé avec Jessica aussi. Mais des fois, elle me parle, tu sais, comme, «Tu auras plus de vie, toi, ma chouette partie, je sais pas ce que tu vas faire.» Ouais, ouais, ouais. Bon, mais tout est tourné à l'humour. Ben ça, c'est Beaucoup. quand même très bon. C'est beaucoup, beaucoup tourné à l'humour. Je me souviens de la première fois que le médecin, le 18 juin, il a appris qu'elle avait le cancer. Elle a dit: «Bon, ben c'est parfait, au moins je me suis acheté un terrain, c'est réglé», tu sais? Mais c'est pas vrai. Mais en même temps, elle regarde autour d'elle, elle a peur que Jess ait bien de la peine. Je pense qu'on se protège tous. Tout le monde se Tout protège. le monde se protège, sachant et connaissant la réalité. Est-ce qu'on va entrer, éventuellement, bon, du personnel qui vont venir aider, dépendamment de son désir à elle? Je pense que son grand désir va être, de finir ses jours dans sa chambre entourée de nous autres. Je pense que oui. Mais tu sais, rendu là et elle demandait justement dernièrement, Jessica, elle dit: «Je vais-tu être grabataire, moi, là, avec une couche puis ces affaires-là?» Elle dit: «Pas question que je vive ça, là.» Fait que là, je disais parce que c'est vrai, mon père a survécu 7 ans à un pronostic aussi. Il a quand même survécu 7 ans. Fait que je disais: «Regarde, mais ça se peut que tu fasses peut-être pas 7 ans, mais tu sais que toi aussi, ça soit comme ça.» Puis ça se peut que mon père l'appelait Pépé, Pépé Mémé.
sais, mon père, jusqu'à la fin, en dernier, par orgueil, il s'est levé pour aller sur la chaise d'aisance lui-même, toute seule. 20 minutes après, il était décédé. Fait que j'ai dit, tu sais, ça pourrait être comme ça, toi aussi. Ah, ben, c'est correct d'abord. On sait rien, hein? Finalement, non. Malgré notre âge, malgré nos expériences de vie, en fait, on sait rien. On sait rien Non. d'avance, hein? Puis je pense qu'il faut le vivre pleinement un jour à la fois. Diriez-vous ça? Oui, C'est ce que vous essayez de faire, je pense. Je pense que oui. De survivre. De survivre à tout ça, oui. Ben Chantal, merci d'être venu témoigner, de partager votre réalité avec nous. Ça nous fait chaud au cœur. Puis je vous souhaite, mon Dieu, qu'est-ce que je peux vous souhaiter? De la douceur. Puis Oui. beaucoup d'amour, beaucoup de complicité avec votre maman. Puis je pense que c'est de savourer chaque instant aussi qu'on a ensemble, hein, avec votre nièce, avec les petites filles. Puis c'est de savourer ces moments-là, en fait. Hein. Oui. Bonne route, Chantal. Ben, Merci, merci beaucoup. infiniment. Ça m'a fait plaisir. Depuis son plus jeune âge, Karine Yseult-Hyperciel est branchée sur sa famille, sa communauté. Le partage, l'écoute, ça fait partie de son ADN, je vous dirais spontanément. On est chanceux de l'avoir avec nous aujourd'hui. Bonjour, Karine. Bonjour, Marina. Puis j'ajouterais, c'est rassurant quand on sait que cette personne-là dont on parle, là, ben, c'est la présidente directrice générale de Fondation Cancer du sein du Québec, quand même. Ça aide. Ça aide beaucoup. Puis je vous disais, on avait commencé à parler déjà là, d'entrée de jeu. Puis je disais qu'on avait été très actifs. Moi, à une époque, j'étais à la radio de Rouge FM et on a beaucoup contribué là, à la Fondation avec le Oser le donner, avec les soutiens-gorge et absolument. ainsi de suite. Oh, oui. Et bien, puis c'est sûr, c'est une cause tellement importante. Puis on jasait, puis vous avez dit le plus grand problème, parce qu'on parlait de levée de fonds, souvent, c'est relié à ton code postal. Oui, l'accessibilité à, tu sais, qu'on passe du dépistage aux soins, au soutien. Souvent, malheureusement, le code postal fait que tu y as accès ou pas. Au Québec, parce qu'on est gros, là, au Québec, là, 18 régions, c'est large. Les besoins sont immenses. Oui. Je lisais dans la recherche que vous, ben oui, ça fait partie de votre ADN, mais même en tant fait d'expérience personnelle, il y a eu beaucoup de cancers dans votre famille. Il y a 10 cancers qui sont passés dans vos vies. Oui, dans votre famille. Même, je vous dirais, je pense qu'on est rendu à 13 en date d'aujourd'hui. Là. Ah oui. Oui. Ben, c'est. En fait, ça touche de plus. C'est une personne sur deux qui va avoir un cancer, peu importe le cancer. Donc, nous, avec mes grands-parents, c'est les premiers où j'ai vécu. Moi, j'avais 12 ans. J'étais moins. Ça m'affectait sans m'affecter directement, mais au fil des années, c'est venu nous chercher à différents stades de nos vies. Mais plusieurs membres, c'est ça, de vos grands-parents. Mes grands-parents, mes oncles, mes tantes, cousines, mon mari. Donc, on l'avait vraiment vécu souvent et on continue de le vivre encore. Parlez-nous, justement, on en est où avec la Fondation Cancer du sein? Parce que ça évolue tellement. On le sait que vous êtes très impliqué au niveau de la recherche, les services aux personnes atteintes, mais la famille aussi. Oui, bien écoutez, ça fait 31 ans qu'on existe. On était parmi les premières fondations Cancer du sein au Québec. Dédié à cette cause-là. C'est presque 70 millions de dollars qui ont été réinvestis chez nous. Incroyable. Oui, nous, notre différenciation, c'est que chaque dollar qu'on amasse au Québec est réinjecté au Québec. Parce que je dis toujours aux gens, c'est important d'encourager localement vos organismes qui ont un effet chez vous. Donc, nous, ça fait 30 ans qu'on existe. On fait beaucoup de recherches depuis des années. De l'éducation, de la sensibilisation, reconnaître tous les signes et les symptômes, peu importe son âge, parce qu'on a un bon programme de dépistage au Québec chez les 50-74 ans. Mais on a une espèce de faux ressentiment qu'en bas de 50 ans, ça ne nous affecte pas, alors que c'est faux. Donc, d'éduquer ça, d'inculquer ça avec des campagnes publiques sur la santé des seins. Oui. Et chez les hommes aussi, on le répète jamais assez, mais il y a des hommes qui ont... Bien, il y en a 1%. Hein? Quand même. Je veux dire, les hommes aussi ont des cancers du sein. Quand on parle de défis, qu'est-ce qu'il y a encore à relever, Karine, là, comme défi? Il y en a beaucoup. Mais je le dis positivement parce que la recherche a beaucoup évolué. Je veux dire, aujourd'hui, le cancer du sein, pris à un stade
tôt. Donc, je veux dire, le taux de survie est à 99-100%. Mais la clé, je dis tout le temps, c'est le dépistage rapide. C'est de trouver un cancer, prévention, saines habitudes de vie, mais après, c'est le détecter rapidement. Donc, un des plus gros défis, c'est le dépistage. Et comment on peut distinguer là, quand on parle du cancer du sein par rapport aux autres cancers? Bien, le cancer du sein a la chance d'être un cancer qui a été, je vais le mettre entre guillemets, popularisé dans les années 80 en collecte de fonds. Donc, c'est un des cancers où je pense qu'il y a le plus de recherche. Donc, ça avance rapidement dans ce domaine-là. Évidemment, ça fait bénéficier tous les autres cancers aussi, parce que quand ce que tu découvres dans un type de cancer peut être applicable dans d'autres. Donc, le cancer du sein a cette force-là. C'est une cause qui est connue, mais bon, souvent, on souffre de cette notoriété-là. Les gens ont tendance à se dire, on n'a plus besoin d'investir, alors que c'est faux. Ouais. On a besoin de continuer d'investir, autant pour continuer d'avancer la science, mais aussi du soutien. Ceux qui passent à travers vivent avec des séquelles à vie. Et il n'y a pas de soins. On guérit. On a ce que j'appelle tout le clinique pour pour gérer la maladie. Mais on oublie souvent que l'humain aussi a besoin d'une gestion. On a besoin d'en prendre soin de l'humain. C'est pas juste une maladie qu'on traite. C'est la personne qui souffre de cette maladie-là. Puis après, l'après de ça, parce qu'il reste des séquelles. Énormes. On parle d'épée de Damoclès, tu sais, que toute ta vie, tu t'es resté marqué. Il y en a pour qui ça a été très grave, puis qui ont failli y passer. Puis là, tu t'en es sorti, mais... Quand ça s'est déposé dans ton corps, là, tu portes ça pour le restant de ta vie. Oui. Hein? Autant l'anxiété suite à, est-ce que je vais avoir une récidive ou pas. Après ça, les séquelles physiques, on peut souffrir de cardiotoxicité, de ce qu'on appelle du chemobrain, le cerveau qui retient pas les informations. On peut souffrir de lymphédème. Je veux dire, il y a plein de traces qui restent. Des fois, on te projette en ménopause devancée parce qu'il faut tout enlever. Exactement. Ça laisse des séquelles aussi. L'hormonothérapie pendant des années. Tout est essentiel. C'est juste que tu dois vivre avec ça, puis c'est qu'on ne prend pas soin de ça après. Oui. On pense que quand c'est fini, tout le monde s'en va chez eux, mais c'est pas si simple que ça. Hein? Non. En mai dernier, il y a un super beau projet qui a vu le jour et on a vu évidemment Annick Lemay qui en est la porte-parole. Puis Annick, qu'on suit, c'est une comédienne qu'on aime puis qu'on adore, mais qu'on a suivi beaucoup ces dernières années. À cause du fait qu'elle a eu un cancer du sein. Elle est votre ambassadrice, votre porte-parole. Et ça semble un projet vraiment formidable, la Maison Rose. Alors, parlez-nous de ce projet-là, Karine. D'où ça vient? Est-ce que ça vient d'ailleurs? Comment vous avez été inspirée d'instaurer ça chez nous au Québec? L'idée, c'était de répondre à un besoin des personnes touchées. Parce que quand on parle des personnes touchées, c'est pas juste celle qui vit la maladie. C'est vraiment toute la famille autour. C'est ceux qui passent à travers les proches aidants, tout le monde écope quand tu as le cancer, là, peu importe son cancer. Quand la maladie entre dans une maison, c'est tout le monde qui est malade. Toute la famille qui y passe. Donc, c'était de créer une espèce de cocon où ces personnes-là, touchées de proche ou de loin, peuvent venir rentrer, se sentir chez elles et se déposer. Et avoir au bout des doigts, dans leur présence, les ressources qu'il faut pour bien prendre soin d'elles, pour bien s'éduquer. Ça se veut un lieu, évidemment, c'est une maison rose. C'est extrêmement chaleureux. C'est Françoise qui accueille tout le monde quand on rentre dans la maison. Et il y a, mon Dieu, une bibliothèque avec plein de ressources. C'est une place où on peut juste prendre un café puis jaser entre nous. Pas se sentir jugé ou pas avoir l'espèce de « Ah, toi, t'as le cancer ». Tu sais, t'es vraiment entre des gens comme toi qui ont vécu la même chose que toi. Similarité, parce qu'évidemment, il n'y a pas deux cancers du sein qui sont pareils. Chaque cancer du sein est unique. Mais cette unicité-là rejoint plusieurs gens qui se retrouvent, qui vivent une expérience, une trajectoire de vie, une transformation de vie. Totalement. Passer à travers un cancer du sein, c'est se transformer à travers la maladie pour en sortir du mieux qu'on peut à l'autre bout. Mais ça nous transforme. On ne reste pas intact là-dedans. Donc, ce premier lieu-là est instauré à Montréal. Oui.
Et qu'est-ce qu'on y retrouve précisément? Parce que oui, pendant qu'on est en traitement, mais après aussi, hein, on parlait aussi de l'après de tout ça, là, ce qu'on vit après un cancer. C'est un lieu où on peut se retrouver. Il y a plein de ressources, plein de programmes de soutien. Comme quoi? Ben, tu sais, j'ai fait beaucoup de recherches sur comment on peut mieux épauler les personnes touchées. Moi, puis l'équipe au complet, évidemment, on est plusieurs là-dedans. Et j'ai eu le bonheur d'aller visiter en France un lieu qui s'appelle la Maison Rose-Up. OK. Avant d'aller voir cette maison-là, j'avais une certaine idée d'un centre où on donnait des programmes de soutien variés. En dehors de l'hôpital aussi. En dehors de C'est ça l'hôpital. l'affaire. On a envie de sortir du clinique. Ben oui. Je veux dire, on y va pour de la chimio, pour de la radio, toutes sortes de traitements. À un moment donné, tu as envie d'être dans un lieu qui n'est pas l'hôpital, mais qui t'offre le soin qu'il te faut. Puis quand on parle de soins, ça peut être du yoga adapté pour se remettre en forme, pour prévenir le lymphédème, ça peut être de la massothérapie, ça peut être de l'oncoesthétique, comment gérer sa peau après de la chimio, de la radio, la perte des cheveux. Ça peut être s'éduquer sur les traitements de la peau avant la radio, pendant puis après. Ça comment peut se être préparer. exactement. Ah, Il y a plein de trucs. Je veux dire, tu ne deviens pas une expert en cancer du sein le jour où on te donne un diagnostic. Puis de trouver l'information, il faut vraiment que tu te débrouilles pour chercher à gauche et à droite pour trouver toutes les informations. Et dans le monde hospitalier, je veux dire, ils sont occupés à guérir des vies. Là. Exactement. Donc, on ne peut pas s'attendre à ce qu'ils puissent prendre 2 heures par patiente pour couvrir tout ce qu'il y a à couvrir. Alors, nous, c'est notre rôle. On a un lieu pour ça. Tu peux y aller à ton rythme. Ça peut être des ateliers de nutrition. Tu sais, comment je fais pour gérer mes nausées pendant de la chimio? Est-ce que je peux manger du soya? Il y a toutes sortes de mythes que les gens ne connaissent pas. Puis, Dr Google, ça aide à une référence à réfléchir, mais souvent... on aime ça de l'humain. De l'humain, puis des vraies choses validées, scientifiquement prouvées. Oui. Donc, nous, on est vraiment là pour ça. Ça fait que c'est toutes sortes de programmes comme ça à l'année. Je pense qu'il y a de la massothérapie. Oui. Hein, la massothérapie commence sous peu. Là. Il y a vraiment des soins pour prendre soin de toi. Puis après, on a une série d'ateliers de conférences, que ce soit sur l'anxiété de la récidive, le sommeil en cancer. Ça peut être sur l'immunothérapie, la génétique. Quel rôle la génétique joue dans le cancer du sein? Comment est-ce que je veux savoir si je suis porteuse du gène ou pas? Qu'est-ce que ça veut dire pour mes enfants, pour ma famille? Donc, toutes ces questions-là... Puis les proches aussi ont accès à des services. Hein? Travailleuse sociale, gérer l'anxiété. Des fois, on a besoin de soutien psychosocial. Dieu sait que des fois, les listes d'attente peuvent être très, très, très longues en centre hospitalier. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les fonds pour se payer ces services-là. Donc, nous, notre rôle, c'est de le démocratiser puis de l'offrir à la Maison Rose, mais aussi à travers les 18 régions du Québec. Alors, je le disais tantôt, la Maison Rose, le projet, l'initiative de tout ça est née à Montréal, mais quand même, il y a plusieurs régions qui sont touchées par ce projet-là. Il y a 18 régions au Québec. Donc, si moi, je suis à Bécomo ou à Sept-Îles, la base est à Montréal. Comment ça peut m'aider, moi? Bien, il y a différentes façons. Nous, par exemple, le soutien psychosocial, on l'offre à travers la province. Donc, ça peut être en Teams, ça peut être au téléphone. On a des cours de yoga adaptés dans plusieurs régions du Québec. Donc, et on essaie d'en développer encore plus. Et on les offre en virtuel aussi, de la Maison Rose ou d'ailleurs. Comme ça, on est sûr que c'est accessible à tout. Puis après ça, on a, par exemple, notre ligne téléphonique, la ligne Rose, qui est opérée par des proches aidantes. Donc, c'est des femmes qui ont vécu le cancer du sein et le système de santé. Elles l'ont navigué de A à Z. Qu'on a pris le temps de former puis d'épauler avec tout ce qu'il y a disponible dans les 18 régions du Québec. Donc, n'importe qui peut appeler là, dans le avant, le pendant ou le après le cancer du sein. Donc, je sais pas, moi, si on a une jeune personne qui découvre qu'elle a un signe ou un symptôme, mais pas certain, elle appelle la ligne. Ils vont pouvoir la diriger sur, si elle n'a pas de médecin de famille, où aller pour avoir une référence pour aller passer une mammo. Après ça, sur les temps d'attente que ça pourrait prendre dans sa région. Donc, ce service-là, il est offert à la grandeur du Québec. Et ces femmes-là sont situées à travers les diverses régions du Québec. Quand elles répondent au téléphone, là, elle peut être de l'Outaouais, comme elle peut être des cantons de l'Est. C'est des femmes qui ont décidé de se réinvestir avec nous pour redonner.
Puis beaucoup... Il n'y a rien comme parler à quelqu'un qui l'a Exactement. vécu. Hein? Ça diminue ton anxiété, tu parles à quelqu'un qui l'a vécu. Exactement. Ça t'aide à reprendre un step back puis dire, OK, ça, c'est la route qu'il faut que je suive, parfait. Voici dans ta région, quelle référence tu peux appeler pour t'aider pour telle situation. Et c'est gratuit, hein? Et c'est gratuit. Il faut quand même le souligner parce que c'est gratuit. Des fois, on a l'impression qu'il faut payer pour tout dans la vie, là, mais c'est gratuit. Ben, chez nous, tous nos services sont gratuits. On parle des femmes atteintes, des gens atteints donc du cancer du sein, Karine, évidemment, mais on parle aussi des proches aidants, de la famille. Il y a aussi des services qu'on offre avec la Maison Rose là, pour la famille. Ça se traduit comment? Bien, écoutez, quand on est proche aidant puis que c'est le premier cancer qu'on vit dans la famille, on n'est pas des experts. Comme la personne touchée. Donc, souvent, on a des questions. C'est important. On rappelle toujours aux gens, quand tu vas aller dans tes rendez-vous avec ton oncologue, il te faut une liste de questions, puis tu as le droit d'amener quelqu'un. C'est toujours d'être mieux à deux à écouter ce que ton oncologue ou l'infirmière va te dire que toi tout seul. Parce que déjà, quand tu repars de là, tu subis la maladie, tu peux pas penser à tout et tu vas pas te rappeler de tout. Donc, le proche aidant, ben t'as peur. J'ai vécu avec ma mère, moi. T'as besoin de quelqu'un qui est là à côté de toi, qui le vit. C'est rassurant. Ça fait que tu peux mieux cocher les cases de OK, j'ai pas oublié tel truc. Et puis après, t'as quelqu'un qui peut te rappeler, hey, oui, mais oublie pas, il a parlé de telle affaire. Donc, proche aidance, c'est large, c'est important. Ça peut être aussi, quand tu fais tes traitements, tu es fatigué, cuisiner, c'est pas toujours évident. Fait que, tu sais, ça peut être des membres de la famille, mais ça peut être des amis aussi, des fois. Tu sais, ils viennent te porter des plats tout frais que tu as juste à mettre au micro-ondes pour les 2-3 semaines ou les 3 à 6 mois parce que c'est ta géométrie variable dépendant de ton cancer. Donc, ça, c'est important. Ça peut être d'aller garder les enfants un après-midi ou juste, je repense à plusieurs personnes parce que je suis en contact avec beaucoup de personnes qui vivent le cancer du sein. Des fois, c'est d'avoir ta meilleure amie qui t'accompagne dans toutes tes chimios. C'est long aller passer une journée en chimio, c'est dur physiquement, mentalement, moralement. D'avoir cette personne-là qui est ton espèce de point d'ancrage à travers ça, c'est important. Et chez vous, donc, on parle toujours de la Maison Rose. J'imagine que les proches aidants, la famille, les conjoints, les enfants peuvent aller parler aussi à quelqu'un à la Maison Rose parce que des fois, on a besoin de se confier comme proche aidant. C'est ça. C'est lourd. Ils ont besoin de te ressourcer. La charge est énorme. Exactement. D'où le soutien psychosocial qu'on offre gracieusement. C'est pas juste pour les personnes touchées, c'est pour la famille. Ça peut être aussi comment j'annonce à mes enfants que j'ai un cancer du sein. C'est pas évident pour tout le monde. Non, parce que le mot cancer, ça veut dire... Ça veut dire une fin pour la plupart des gens. Pour la plupart. Maintenant, c'est plus ça. C'est plus ça. Puis, tu sais, il y en a qui se disent peut-être que je l'annoncerai pas, peut-être que... Mais il faut en parler de ces choses-là parce qu'autrement... Je veux dire, un enfant peut le sentir. Donc, comment le dire? Quoi faire? Toutes ces choses-là sont importantes. Tu peux les faire. Ça peut être avec un membre de la famille. Ça peut être avec une amie. Ça peut être avec les grands-parents, avec le conjoint ou la conjointe. Donc, être proche aidant dans la maladie, peu importe sa maladie, c'est crucial. Ces gens-là, c'est ton pilier. Dans le pendant, dans le avant aussi. Puis eux aussi ont besoin d'être accompagnés. Eux ont besoin d'être accompagnés. Absolument. Ils ont besoin de ressources, ils ont besoin de répit. Ils ont besoin aussi d'être capables de dire comment ils se sentent parce que tu te sens souvent coupable comme proche aidant. Tu te dis, hey, je peux pas me plaindre. Elle, c'est pire. Elle a le cancer du sein puis elle a subi la maladie de comment est-ce que je peux oser penser? Mais oui, c'est normal de se dire, oh, wow, je suis fatiguée moi aussi. C'est une lourde charge. C'est très lourd. Oui. Donc, c'est important pour eux de trouver de l'aide aussi. Et ben, dans le système de santé, ils sont pas malades. Alors, ils n'ont pas accès à ces soins-là souvent. Ouais. Donc, c'est les divers organismes en proche aidance, c'est les fondations comme nous, c'est la Maison Rose. C'est tout cet écosystème-là qui peut soutenir ces gens-là. Et ces gens-là sont cruciaux dans le système de santé parce que c'est pas vrai que le système de santé peut fournir toute cette aide-là. C'est impossible. Et souvent, ces gens-là le font avec une bienveillance et une chaleur que le système de santé n'a pas. C'est pas son rôle au système de santé. Tu sais, ça revient au sens de la communauté. D'être là pour sa communauté, sa famille. Tu sais, il faut un village pour des enfants. J'allais le dire. Ben, dans la maladie, il faut un village aussi. Donc, nous, on espère pouvoir répondre dans ce village-là à des besoins variés. Karine Yzeure-Hyperciel, merci beaucoup. Vous avez des étoiles dans vos yeux. Fait que je pense que vous êtes vraiment sur votre X, vous. Puis, tu sais,
assister, faire la différence dans la vie des gens. On l'a compris que ça fait partie de votre vie depuis toujours. Puis, ben, bravo pour ça. Ben, merci. Puis merci beaucoup. infiniment de nous avoir rendu visite aujourd'hui. Merci. C'est déjà la fin de cet épisode des Histoires qui résonnent, le balado des proches aidants. Je tiens à remercier du fond du cœur Charles-Antoine Sinotte, Chantal Tousignan et Karine Iseut-Hyperciel pour leur générosité et leur courage de partager avec nous ces moments si intimes de leur vie. Et si à l'écoute de ces témoignages, vous vous êtes reconnu ou avez reconnu des proches de votre entourage, n'hésitez pas à consulter la page de conseils pratiques pour les proches aidants sur le site de l'appui.org. Vous pouvez contacter Info Aidant par téléphone au 1-855-852-7784 ou par courriel infoaidant@l'appui.org. Les conseillers et conseillères d'Info Aidant sont là pour vous écouter, vous soutenir et vous orienter aussi vers les ressources disponibles dans votre région. D'ici notre prochaine rencontre, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.